Béatrice de François, présente. Benjamin Dervieux, Présent. Annie Ponce, Thierry Pelleport a donné pouvoir à Rosie Turbé, Brigitte Sox, Marc Verdet a donné pouvoir à Niki Guilbeault, Nicole Foirac, Jean-François Bric, Annie Valéjo a donné pouvoir à Irma Del Pozo, Niki Guilbeault, Bernard Bins, Cathy Legrand, Benjamin Rose a donné pouvoir à François Marland, Fabienne Martinez-Casabat qui travaille avec moi un peu plus tard, en attendant, elle a donné son pouvoir à Annie Ponce, Jean-Luc Brégy a donné son pouvoir à Benjamin Dervieux, Sandrine Mittard a donné son pouvoir à Bernard Bins, François Barland, Pauline Dupuis a donné son pouvoir à Jean-François Bric, Jean-Michel Saint-Ignan, absent, Greg Jean-Philippe aussi, Henri Lagarrigue, Julien Amra a donné son pouvoir à Marie-Laetitia Chartier, Frédéric Bernard, Stéphane Pigeon, Nicolas Lalin a donné son pouvoir à Henri Lagarrigue, Jean-Marc Fartois, Marie-Laetitia Chartier, nous allons donc pouvoir démarrer cette séance de conseil. Tiens, je me suis dit, pour faire passer signé. Tout ça. Donc, le courant est atteint. Secrétaire de séance Annie Ponce, si vous êtes d'accord. Madame, nous voulons juste vous faire une remarque avant de démarrer. Je veux juste préciser à l'Assemblée qu'aujourd'hui, le quorum est atteint parce que nous sommes là. Je vous rappelle que vous n'êtes que 12 présents, plus un qui va arriver. Donc, on va continuer le conseil municipal, et c'est normal parce qu'il y a du travail. Je pense que c'est important, mais sachez. Je note que vous avez aussi 2 absents, et je vous rappelle aussi la règle que s'il n'y a pas de quorum, on peut recommencer le conseil dans les 3 jours sans quorum. Et on peut tous comprendre qu'il y a des absents. Donc, S'il vous plaît, Madame Comensé, parce que là, vous venez de faire une réflexion des absents en ce qui nous concerne. S'il y a des absents chez nous, c'est que le conseil municipal a été déplacé parce que vous n'étiez pas à jour au niveau des convocations. D'accord? Il ne faut pas se tromper. On n'a pas des plannings élastiques, on fait comme on peut. Merci. Le conseil municipal a été déplacé, je vais vous avouer pourquoi. En fait, c'est un acte manqué. C'est que la personne qui envoyait les convocations avait certainement envie que nous soyons tous là aujourd'hui pour lui souhaiter son anniversaire. Parce que c'est son anniversaire, donc je vous engage à lui souhaiter un bon anniversaire. Elle avait envie de passer cette soirée avec nous plutôt que toute seule chez elle. Alors, très bon anniversaire à elle. Permettez-moi, effectivement, on a parfaitement compris qu'il y avait eu une maladresse. Par contre, ce que nous ne comprenons pas, très honnêtement, c'est vraiment faire fi de ce que nous sommes. Je pense que vous auriez pu prendre votre téléphone et nous appeler les leaders de l'opposition, expliquer la situation, et ça serait passé tout à fait normalement. Donc je pense qu'il faut faire un petit peu attention et que quelque part, vous tous, vous avez un peu failli parce que, je ne sais pas, mais je pense qu'il y en a certains qui vous ont appelé parce que c'était en retard. Voilà. D'accord. Alors, s'il vous plaît, je suis d'accord la prochaine fois, j'espère que ça ne se reproduira pas, mais si ça se produit, quel est le leader de l'opposition que je dois appeler? Madame, vous avez un leader, et puis vous avez quelqu'un qui a quitté notre groupe, c'est M. Lagarrigue qui est notre leader, et vous avez M. Frédéric Bernard qui a quitté notre groupe, il est seul, donc vous pouvez l'appeler aussi à lui, je pense. Ça sera fait, je ne manquerai pas, mais je ne pense pas qu'il entrera. Mais après, tout le monde peut faire des erreurs, donc je continue, après la nomination du secrétaire de séance, Madame Ponce, que je remercie, à rappeler quand même quelques règles, notamment dire qu'un conseil municipal de métropole peut être filmé, bien sûr, à condition de ne pas filmer le personnel, sauf avoir son accord. Voilà. Il me paraissait important de le rappeler. Le droit à l'image existe pour le personnel municipal. Excusez-moi. Excusez-moi, Madame Chartier, oui. Par rapport à quelle personne, parce que là, il n'y a que des élus en dehors du directeur des services, sauf si monsieur le directeur des services ne veut pas, mais dans ce cas-là, il peut se décaler sur une table extérieure. Ah non, monsieur le directeur des services, ça sera à côté du maire pendant la séance. Très bien, madame. Vous aurez sur table une délibération sur le régime indemnitaire de la police municipale. 1 ou 2 informations avant de commencer ce conseil.
La première, qui est une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous, l'association Saint-Pierre, qui s'était chargée de rénover le Christ, donc le Christ est de retour, c'est pourtant pas Pâques, mais il va être de retour très rapidement, puisque ça y est, ils vont le remettre en place. La société qui était en charge de la rénovation a terminé sa rénovation. Donc je parle du calvaire qui est à l'angle de la rue des Palus, de la rue Camille Montoya. J'ai reçu le courrier aujourd'hui. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, une information qui peut être importante, s'il y a des chasseurs parmi vous, l'ACA de Parampure a rencontré des problèmes. C'est le préfet qui a pris en charge, à la demande de la Fédération des chasseurs de la Gironde, et il a pris en charge la gestion de l'ACA en nommant un conseil d'administration provisoire dans lequel siège obligatoirement le maire de la commune. Je vous avoue que c'est peut-être une chose dont je me serais bien passée. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas un nouveau conseil d'administration avec un nouveau bureau qui est nommé, la chasse est interdite sur la commune de Parampure. Je tiens à votre disposition l'arrêté du préfet. Pour l'instant, il est interdit de chasser. Il va y avoir convocation de nouveaux bureaux, une élection. Si vous voulez, quand vous parlez de chasse, c'est relativement vaste. Vous parlez de quel type de chasse? Parce que sur la commune, il y a plusieurs types de chasse. Est-ce qu'on peut savoir lesquels? Tout ce qui dépend de l'ACA. C'est-à-dire le gros gibier? Alors, le gros gibier, c'est différent, ça dépend des louvetiers. C'est pas la même chasse. Nous allons donc pouvoir commencer notre conseil. Alors, vous avez donc les affaires traitées en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et nous devons approuver le PV de la séance du 30 septembre 2024. Est-ce qu'il y a des observations sur ce PV? Madame Chartier? Vous êtes allé au congrès des maires, on aimerait bien savoir, on avait abordé le sujet, vous deviez nous faire un compte rendu, les élus qui étaient présents aussi d'ailleurs, pour savoir ce qu'il en était. Merci. Et je me suis permis de vous écrire pour vous demander le budget qui avait été alloué pour le congrès des maires, s'il vous plaît. Alors, concernant les élus, sur le dernier conseil municipal, vous avez voté la présence des élus, donc vous avez non. Le budget, c'est celui qui est alloué réglementairement par rapport à une grille qui est bien connue de tous. Si vous aurez ça, tous les élus n'ont pas encore donné leur note de frais, le détail n'est pas fait. Concernant la question de Mme Chartier, le congrès des maires se sépare en deux. Il y a le congrès des maires et le salon des maires. Le salon des maires a permis aux élus qui m'accompagnaient d'aller voir comment nous allons pouvoir investir au mieux pour terminer notre mandat et investir pour le prochain, prendre des idées pour faire notre gestion de la ville au mieux. Voilà ce qui s'est fait au niveau du salon. Au niveau du congrès, les élus, et notamment le maire, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la réalité des choses, nous avons eu beaucoup d'ateliers, nous avons eu notamment, est-ce que vous pourriez mettre la photo des 5000 élus, s'il vous plaît? Et nous avons eu un congrès très intéressant, avec une résolution commune. Voilà. Vous avez la photo des 5000 maires qui étaient présents, tous bords confondus, pour dire que face aux crises, les communes, heureusement. Hein. Donc il y a une résolution générale qui a été faite, je la tiens à votre disposition si vous la voulez, et qui dit que face aux crises que traverse notre pays et celles qui menacent, les communes, heureusement, sont là, stables, disponibles, solides et au plus près du citoyen. Depuis 4 ans, les crises s'enchaînent, sanitaires, démocratiques et institutionnelles, géopolitiques, sociales et économiques, financières, écologiques et climatiques aussi, et peut-être surtout, tant l'actualité imprime dans une cruelle et dévastatrice réalité les conséquences de l'activité humaine sur notre environnement et le climat. Donc je vous fais grâce de la lecture complète, juste vous dire quand même qu'il n'est pas un maire. C'est pour ça que nous avons revêtu les écharpes noires et avons fait cette photo. Je vous dis tout bord confondu. Dire qu'il n'y a pas un maire qui ne soit pas exaspéré, car injustement mis en cause
par la dénonciation calomnieuse de certains représentants de l'État et de certains dans les villes qui nous accusent de mauvaise gestion. Je rappelle que les comptes des villes ne peuvent pas être en faillite, au contraire de l'État. Ces accusations sont d'autant plus inacceptables qu'elles est portée, notamment là au Congrès des maires, par ceux qui ont sinistré le pays, laissant ses finances dans une situation que leurs successeurs décrivent eux-mêmes comme nécessitant une action de redressement d'une exceptionnelle ampleur. Donc il y a une spirale infernale. La première étape, c'est l'État qui se retire, qui transfère insidieusement sur les collectivités ses compétences. Dans le domaine de la sécurité, par exemple, les coûts des polices municipales qui explosent, qui représentent près de 2,2 milliards d'euros. C'est aussi le GEMAPI, le risque des milieux naturels avec les inondations. La deuxième étape, c'est l'illusion de la puissance de l'État. Le coût d'inflation des normes s'élève en 2 ans à 4,1 milliards d'euros de dépenses nouvelles pour les collectivités. La troisième étape, c'est les collectivités boucs émissaires. Et vous avez ensuite le détail de tout cela. Et la conclusion, c'est plus que jamais les communes, heureusement, pour assumer d'être le premier recours des citoyens et trop souvent leur dernier espoir. Heureusement, parce qu'elles sont le lieu de proximité d'une démocratie vivante. Heureusement, parce qu'elles sont dans le monde bouleversé un pôle de stabilité. Oui, la France, aujourd'hui comme demain, a plus que jamais besoin de ses communes, de la mobilisation de ses 498 000 élus locaux et de ses agents territoriaux. Ensemble, nous sommes une chance pour la France. Et entre-temps, il n'a pas échappé que nous n'avons plus de gouvernement. Donc l'Association des maires de France, donc là aussi encore tout parti confondu, a envoyé un communiqué de presse, c'était le 10 décembre, dans le chaos, les communes, heureusement, avec la censure du gouvernement de Michel Barnier, la France s'est enfoncée encore un peu plus dans la crise institutionnelle. La situation politique actuelle, dont la responsabilité revient largement au président de la République, condamne l'État et la puissance publique alors que les attentes et besoins de nos concitoyens n'ont jamais été aussi forts. Dans ce contexte, les communes sont une nouvelle fois appelées à jouer le rôle d'amortisseur social, d'acteurs du redressement économique et de pôle de stabilité institutionnelle. C'est de nouveau sur les épaules des maires, derniers élus ayant la confiance de la majorité des Français, que repose la charge de maintenir la cohésion nationale et d'assurer la pérennité des services publics du quotidien. Or, pour assurer ces missions et l'indispensable continuité des services publics locaux, les collectivités ont besoin de visibilité et de constance pour construire leur budget. L'AMF appelle ainsi l'ensemble des forces politiques à faire de la question des collectivités locales un levier de redressement pour sortir du tumulte actuel. Elle tient à leur disposition des propositions concrètes issues d'un large travail transpartisan. Pour remettre notre pays sur le chemin de la stabilité, de l'efficacité et du progrès, il est indispensable de rééquilibrer notre système politique en faveur d'une nouvelle décentralisation. Face à un pouvoir contesté et empêché, seule la proximité est gage de responsabilité, de confiance et de capacité d'agir. Donc j'espère que nous allons œuvrer tous en ce sens-là, en sachant que peut-être nous aurons un Premier ministre tout à l'heure. Je vais donc reprendre le cours de ce conseil. La première délibération, le procès verbal alors. Est-ce qu'il y a des observations? Tout à fait. Effectivement, il y a Jean-Marc, il y a effectivement quelques observations, donc j'en ai retenu 3 ou 4, donc je vais vous les citer. La première, c'est la 2054-56 qui concerne le CTM avec la partie. C'est les affaires traitées, c'est bien ça ou c'est le PV? Pardon, C'est le PV, oui. Excusez-moi, excusez-moi. D'accord, Alors, moi je voudrais revenir sur le PV. Madame le maire, effectivement, le déplacement a été utile pour ce qui vous concerne, le maire. Par contre, le reste, les autres élus, on aurait pu s'en passer, puisque vous ne voulez pas donner les chiffres. Là, vous nous avez un peu endormi en démarrant le conseil municipal, mais la question posée, combien ça coûte de se déplacer? Pourquoi je vous demande ça, madame le maire? Vous avez demandé aux parents périens un effort considérable de 25% d'augmentation de la taxe foncière. Partir à Paris avec des élus pour aller voir le salon des maires, vous dites que c'est bénéfique pour les prochains investissements. Or, d'après ce que vous avez déclaré dans la presse et sur les réseaux sociaux avec avec notre responsable financier de la commune, monsieur Charsonneau, excusez-moi, monsieur Dervieux. Il y a le premier adjoint. Le premier adjoint, monsieur Dervieux. Il nous a dit. Dervieux, c'est bien aussi. Oui.
qui nous a dit et qu'il a écrit que la commune était pauvre, qu'il n'y avait pas d'argent, qu'on était un souci, qu'il y avait des problèmes financiers, je vois que ça ne dérange pas de partir à Paris et de ne pas nous dire ce que ça coûte un déplacement à Paris avec tous les élus. Ça, c'est le premier point. C'est quand même important parce qu'on en a ras-le-bol, effectivement, qu'il n'y a pas de gouvernement, effectivement qu'on est dans la misère parce qu'on n'est que ponctionné de tous les côtés en ce qui concerne les habitants de Barentuire. Et aujourd'hui, c'est l'impasse totale parce que vous continuez à dépenser de l'argent, vous continuez à nous promettre des choses, vous ne payez pas vos factures. Parce que vous m'aviez dit il y a 6 mois que vous payez vos factures. Vous ne payez pas vos factures. La preuve, c'est que vous avez été obligé de demander un prêt à la mairie de Blanquefort. Donc aujourd'hui, soi-disant un prêt gratuit, il n'y a jamais de gratuit dans la vie, il n'y a jamais de gratuité, tout se paye. Et aujourd'hui, vous continuez à nous endormir avec ces budgets, à dire qu'il n'y a pas que c'est l'État qui ne vous donne pas de l'argent. Mais l'État, tous les jours, il le dit qu'il n'y aura pas d'argent. Donc c'est pas la peine de compter sur l'État. Vous n'aurez pas d'argent de l'État. On est ruiné, la France est ruinée, donc les collectivités, effectivement, il faut faire un grand effort. Il aurait été exemplaire cette année, effectivement, que les élus partent sur les indemnités et non pas sur encore un budget de la mairie au salon des maires. Ça serait de l'exemple. Ça serait montrer l'exemple de ne pas dépenser de l'argent. Alors évidemment, vous allez dire, c'est des petites sommes. Oui, enfin, des chambres à coût de 200 € à Paris, des restaurants, et ainsi de suite, ça coûte une fortune à la commune. Ce n'est pas normal. On est spolié aujourd'hui, on paye. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire, vous dites, on n'a pas le droit de voir, vous ne montrez rien, aucune facture chaque fois qu'on vous demande, et voilà, on subit. On subit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça suffit, ça suffit. On veut savoir ce que vous faites de l'argent de la commune. Et quand on vous demande, vous n'avez même pas la décence de me répondre. Même pas la décence, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire au départ. Madame Thierry. Moi, je vais répondre. Effectivement, je suis allée à Paris. Voilà. Pourquoi je suis allée à Paris? J'amène les enfants au conseil, à l'Assemblée le 3 mars. Donc, il fallait que je voie comment ça allait se passer. Je vais les amener à l'Arc de Triomphe. Je vais les amener... C'est la délibération, oui, ça en parle. Ouais, voilà. Donc, il fallait absolument que j'aille voir comment on allait être reçu à l'Assemblée. De plus, j'ai assisté à plusieurs conférences, une sur l'école, puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, j'ai pu rencontrer la ministre de l'Éducation nationale, qui ne l'est plus, voilà, discuter avec plusieurs maires et des adjoints comme moi, avec les difficultés qu'on rencontre, les difficultés de recrutement. Et je suis allée aussi écouter sur les violences familiales. Voilà, c'était très intéressant. Et j'ai participé aussi à la participation citoyenne. Voilà. Merci Madame Thierry, Monsieur Lagier. Monsieur Lagari, vos propos sont indignes d'un élu. Donc, je vais répondre sur certains points. Là où je vais assumer ce que j'ai dit, c'est effectivement, Barentuire est une commune pauvre au sein d'une métropole riche. Ça, je le dis depuis le début et ça ne change pas. Le point sur lequel on va se rejoindre, c'est sur le fait que les collectivités territoriales, et c'est le sens de ce qu'a lu Madame le maire tout à l'heure, de tous bords politiques, s'inquiètent sur la situation financière de l'État et les conséquences qu'elles ont sur les collectivités territoriales. Avec des délégations de compétences sans aucun financement en face pour toutes les délégations qui sont transmises aux collectivités. Je vais prendre un exemple, et je ne veux pas faire du fonctionnaire bashing, mais l'augmentation du point d'indice, elle a été imposée à tous, et je ne dis pas que c'est une mauvaise mesure. Mais par contre, il n'y a eu aucune compensation face à cette augmentation. 5% d'augmentation avec 0 compensation pour toutes les collectivités. Toutes les collectivités ont des difficultés ou pas. Il y a certaines communes, dont une très proche de nous, qui n'a pas de difficultés financières. Il y a des explications historiques. Une zone industrielle importante que nous n'avons pas sur la commune. Une zone artisanale que nous n'avons pas sur la commune. Une zone commerciale, j'ai souvenir il y a quelques années, Lidl qui voulait s'implanter sur la commune. Le choix que nous avons fait, c'est de refuser à Lidl son implantation pour aider et soutenir les petits commerçants de proximité de la commune. La conséquence financière, elle est pour la collectivité qu'il n'y a pas de rentrée fiscale de Lidl qui s'est implanté
en limite de la commune à côté, mais qui ne s'est pas implanté sur notre commune. Mais c'est une façon d'aider les petits commerçants de proximité. C'est le choix que nous avons fait. De façon plus pragmatique, je vais vous donner mon exemple particulier. Je suis parti au Congrès des maires en 2023, et parce que je sais que la commune n'a pas les ressources nécessaires, je n'ai demandé aucun remboursement sur mon déplacement de Paris l'année dernière. Vous pouvez le vérifier, puisque M. Fartois a demandé le grand livre 2023, et vous verrez que j'ai demandé aucun remboursement à la collectivité. Donc vous annoncez des choses de façon pour moi totalement indigne, sans même le vérifier. Maintenant, sur l'utilité du Congrès des maires et du Salon des maires. Parce qu'on n'y va pas en tourisme. Il y a je ne sais pas combien d'exposants, peut-être 2000, 3000, je ne sais même pas, l'ensemble du parc des expositions est rempli avec ces 3 ou 4 pavillons. Donc je ne sais pas combien il y a de stands. Et donc, on ne va pas là-bas pour faire du tourisme. On va là-bas pour échanger avec les autres élus. On va là-bas pour voir des solutions techniques à des problèmes que nous avons. Nous allons là-bas aussi pour avoir des idées sur des choses qui pourraient se faire. J'ai souvenir de visites avec le directeur des services techniques sur des points particuliers qui étaient intéressants pour des solutions sur des problématiques propres à la commune. Donc si on va là-bas, c'est avant tout pour la commune, et c'est pour la commune. Et c'est pas pour faire des restaurants ou des hôtels dans des palaces ou quoi que ce soit, c'est loin d'être le cas. Voilà les éléments que je voulais apporter en réponse à vos propos. François Barlin. Oui, je voulais apporter moi un témoignage et poser une question. Alors, je m'associe à ce qui a été dit sur l'utilité de ce déplacement, puisque j'en ai bénéficié moi cette année. Ça va peut-être pas vous rassurer, mais moi j'ai trouvé que c'était une expérience particulièrement instructive. Et après j'ai une question, c'est que je m'interroge. On pourrait imaginer que le maire se déplace seul, en effet, ça coûterait moins cher. Mais je m'interroge sur la logique de votre intervention, alors que même des élus de votre groupe ont demandé à participer. Alors, je vais vous répondre. Là, j'ai toujours pas ma réponse à la question posée. Combien ça a coûté? Le problème, il est là, c'est d'être honnête. C'est dans le budget, quand on a proposé le déplacement, on a pu savoir le budget. On n'a pas été quoi du budget. C'est ça l'honnêteté. Vous comprenez? C'est que comme quand on vote pour la piscine 1,4 million et qu'à la fin ça fait 2,1 millions, on ne peut pas être toujours d'accord. Ça, il faut le comprendre. Tous ces dépassements budgétaires, ça énerve. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus, on ne sait plus ce qui se fait. Et surtout, on ne nous rend pas compte. Jamais au conseil municipal. Chaque fois qu'il y a des dépassements, chaque fois qu'il y a des problèmes, on n'est jamais au courant. Ça vous fait peut-être sourire, mon cher monsieur. Et moi, ça ne me fait pas sourire. C'est de l'argent du contribuable. Et en particulier de notre argent. À un moment donné, il faut qu'on ait des comptes. Il faut qu'on ait l'exactitude des comptes. Et surtout, s'il y a de voter quelque chose, il faudrait savoir combien ça coûte. Parce que on a les surprises après. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Au dernier conseil municipal, on est au courant du budget qui était débloqué pour cette opération. Être contre ou pas, on peut se prononcer. Non, on peut pas aujourd'hui. On n'est pas au courant de ce qui se passe. Effectivement, je conçois que vous allez à Paris quand même pour apporter des choses pour la commune. Évidemment, je suis pas assez idiot. Mais par contre, c'est la méthode qui va pas. Et effectivement, vous avez raison, vous refusez toujours l'opposition. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison de le préciser que l'opposition n'y a jamais droit. Merci. Monsieur Barlin. Oui, non, juste. Non, il n'y a rien qui m'a fait particulièrement sourire, mais bon, je crois que rien ne vous est caché, les chiffres sont accessibles, ils ont été donnés, vous pouvez les consulter, on vous a expliqué la façon de les consulter, et vous n'avez toujours pas répondu à ma question, quelle était la logique de votre intervention? Donc, S'il vous plaît, moi c'est beaucoup plus terre à terre, parce que j'ai entendu que vous avez été dans des locaux où il y avait des exposants, et donc quand il y a des exposants, ça veut dire que vous avez vu un maximum de choses, et moi, je suis beaucoup plus intéressé par quelque chose de très très simple. Vous m'avez permis de revoir les rapports de contrôle des équipements dans les salles, dans les écoles, et deux en particulier m'ont intrigué.
J'ai été silencieux sur ça. Je C'est- crois qu'on s'égare Non, 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 de non, l'approbation non, du non, PV. moi je pose la question. On y revenir, monsieur Farton. Non, non, on ne s'égare pas. Vous avez été Non, en monsieur Farton, on y revient quand vous voulez. Là, C'est simplement, juste on est ça. sur Ok. l'approbation. D'accord. On y revient, pas de problème. Ok, madame, moi je souhaite qu'on y On y revienne parce que revient. vous avez été voir, donc On y vous avez revient. certainement vu et j'ai des questions à vous poser là-dessus. Voilà, Nous madame. sommes Si vous y simplement sur revenez, l'approbation ça ne me pose pas de du problème. procès-verbal. Je vais quand même, si vous le permettez, répondre, donner 2 ou 3 éléments supplémentaires par rapport à ce que dit mes collègues. Monsieur Lagarrigue, je vous le redis gentiment une fois de plus, vos propos, au-delà d'être, je vais dire, irrespectueux, irresponsables, sont proches de la diffamation. La ville de Parampure paie ses factures. La ville de Parampure paie ses factures. Vous ne pouvez pas dire le contraire, sauf à le prouver, ce que vous ne pouvez pas. Dire qu'on vous cache des choses, j'ai entendu ça aux États-Unis aussi. On cache des choses, on cache des choses, on cache des choses, on ne sait pas ce que l'on cache. On ne vous cache rien dans la mesure où nous avons voté lors du dernier conseil les élus qui y allaient et que les frais sont remboursés en fonction d'une grille indiciaire qui est connue de tous. Pour l'instant, tous les élus n'ont pas donné leurs frais, donc vous aurez dans le grand livre, où je vous donnerai un conseil, il n'y a pas de souci sur ce qui a été dépensé. Après que les élus et que le maire, une fois par an, aient des frais, je vous engage, moi, à regarder les frais du maire de Parampure. Il n'y en a pas à part le congrès des maires. Je n'ai pas de voiture de fonction, je n'ai pas de frais de restaurant, je n'ai rien. Donc voilà, regardez dans les communes autres ce qui se passe et vous verrez la différence. Donc l'argent public, nous le gérons au plus près, au mieux, et c'est tout ce que je voulais rajouter. Juste une petite dernière précision, les 10 points d'augmentation de la taxe foncière, ça ne fait pas 25%, ça fait 21%, vous revoyez vos chiffres. Donc nous allons revenir maintenant au PV du 30 septembre. Est-ce qu'il y a des observations sur ce PV? Madame Chartier. Oui, excusez-moi. Je voulais compléter suite à la question de M. Varland. Déjà, je voulais remercier Mme Turbet qui nous a donné un début de réponse, qu'elle nous a dit ce qu'elle avait fait. Ce qui est important, c'est vraiment la transparence. M. Dervieux nous l'a dit aussi. Il nous a dit ce qu'il a. C'est pas forcément grand-chose, mais juste un minimum. Moi aussi, Madame Chartier. L'important, c'est l'union et d'être solide et solidaire dans la période que nous traversons. C'est pas en s'intéressant à aucune des choses. C'est pas ça, gérer une ville. Donc maintenant, si vous voulez bien, nous allons approuver ou pas ce procès-verbal. Tout à fait, mais je revenais à la transparence et justement, je voulais remercier M. Dervieux, Madame Turbet, et pour en revenir au fait qu'on voulait qu'une personne de notre groupe soit présente, c'est parce qu'effectivement, on peut aussi avoir un regard différent et voir aussi des choses différemment, tout simplement. Merci. Donc je vais voir le PV qui est pour l'unanimité. Je vous remercie. Donc, je ne sais plus si j'ai parlé de la délibération sur table. Oui. Alors, deuxième délibération, donc première délibération, pardon. On va parler des affaires traitées d'abord. Ah, si vous voulez, je pensais qu'il n'y avait pas de questions, nous vous écoutons. Bien, j'en ai plusieurs, donc je vais en citer deux. La première concerne la 56, c'est le CTM avec la phase de désamiantage, c'est le lot numéro 1. Le budget initial était de 13 811 €. Et puis, il a fallu un avenant que vous avez signé, donc qui est dans cette délibération, de 18 680 €. Ça fait presque 60% de plus. Donc, je ne comprends pas que dès le démarrage, il a été nécessaire de mettre pratiquement le plus du double dans cet avenant. Et je veux savoir, mais que fait l'ANO dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce qu'il y a des explications, certainement des explications techniques qui font que, sachez que ça peut nous inquiéter, sur un budget de 1,4 million, si en plus il y a des rajouts réguliers à l'avenant, donc est-ce qu'on peut avoir des explications complémentaires là-dessus, s'il vous plaît? Alors, les explications sont très simples. Je vous ai lu la résolution générale. Nous avons aujourd'hui, M. Pijat peut peut-être répondre parce que je pense qu'il a la réponse autant que moi d'ailleurs. Allez-y. Vous ne pouvez pas répondre? Je vais pas répondre à votre place. Moi, je m'interroge surtout sur le pourcentage d'augmentation, 60%. Oui. Marché public, c'est très Nous bien. sommes d'accord. C'est pas légal. Ça peut l'être s'il y a des... Alors, c'est bien le lot, c'est un titulaire. Il a été. Oui, mais les marchés publics, effectivement, actuellement, c'était aussi le sens du texte de la résolution générale du Congrès des maires.
nous avons fait et nous faisons toujours face à des augmentations que personne n'avait prévues. Donc les marchés et tout ce qui a été lancé avant, nous subissons ces augmentations. Donc, M. Blagari parlait de la piscine, c'est ce qui s'est passé aussi sur la piscine. Donc nous absorbons tout ça, comme les entreprises, comme les bailleurs sociaux, comme tout le monde. Donc nous sommes face à ce problème. Qu'est-ce que nous faisons? On a besoin de ces diagnostics, on a besoin de faire les travaux, donc avançons. Et effectivement, c'est une différence qui n'est pas négligeable, hein, nous sommes d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bien sûr. Ça concerne cette fois la délibération 67. Nous La avons délibération, 2024-67. c'est pas les délibérations. Excusez-moi, vous êtes votre délégation. C'est la 2024-67. Affaires traitées. Vous avez officiellement signé l'emprunt de 2 millions d'euros. Il vient de tomber et j'ai pas très bien compris quand est-ce que les sommes vont être versées. Et parce que apparemment ça a démarré à partir de mars 2025. Donc je voudrais des explications complémentaires parce que quand on regarde le budget d'investissement cette année, ces 2 millions faisaient partie intégrante des 4,8 millions qui étaient prévus. Donc je veux une petite C'est explication. exactement ça, M. Dernu va vous répondre. C'est ça. On avait voté une enveloppe budgétaire de 2 millions d'emprunt lors du vote du budget. C'est la réalisation de ce qui a été voté lors du vote du budget. Ces 2 millions, on a attendu le dernier moment possible pour pouvoir emprunter, pour éviter d'avoir à rembourser les intérêts d'emprunt sur une période où on n'en avait pas besoin. Donc l'emprunt a été fait tout dernièrement, ce qui permet. Et avec une facilité, l'enveloppe maximale est de 2 millions et on débloquera au fur et à mesure de nos besoins. D'autres questions? Non. Donc moi, une précision pour une transparence totale sur les affaires traitées sur la 71. Il manque la somme, M. Fartois qui est allé en formation pour 700 €. Et sur la 77, il manque aussi la somme, M. Bernard qui est allé en formation pour 700 €. Effectivement, nous avons été en formation, je vous remercie. Sachez quand même que c'est un droit et je pense que vous devriez au contraire saluer le fait que aussi on s'intéresse aux choses, on s'intéresse non pas superficiellement mais qu'on essaie d'aller en profondeur dans certaines choses. Effectivement, il y a des éléments où on peut ne pas être d'accord, mais vous me permettrez quand même d'accepter que quand on discute, on veut essayer de discuter sur les choses qui sont concrètes et sur les choses qu'on a comprises et pas parler dans le vide. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà, madame, pourquoi j'ai été en formation. Et je remercie effectivement la collectivité d'avoir alloué ces 700 € pour permettre de me former. Merci beaucoup. Monsieur Fartois, loin de moi une critique, bien au contraire. Allez en formation, moi je vous y engage. Nous en avons tous besoin. Alors, c'est pas mal de vous rajouter. Oui, au moins c'est clair. C'est clair. C'est annoncé le budget. Que pour l'opposition, ça on annonce. Il n'y a pas de problème. Merci. Peut-être que les élus de la majorité font des formations en webinaire gratuites. Monsieur Bernard. Oui, effectivement, nous allons dans les formations, mais nous choisissons des formations qui sont faites par l'intermédiaire d'Internet. Or, nous aurions la possibilité également d'aller à Paris, faire des formations, avoir les frais remboursés. C'est tout ce que je vous dis. On fait attention à ce qu'on dépense également. C'est bien fait des formations, je vous y engage. Hein. Il faut en faire. Alors, première délibération. C'est un mandat spécial aux élus du conseil municipal des jeunes et aux élus les accompagnants. Donc l'année dernière, Madame Thiopé, en sa délégation, a accompagné avec plusieurs personnes les jeunes de notre CMJ au Sénat, ce qui était très bien, ils en sont revenus enchantés. Cette année, nous avons la chance d'avoir notre député du Médoc, Pascal Lourd, qui va les accueillir avec un grand plaisir. Et ça se passera au mois de mars. Comme Mme Thiopé m'en a parlé, il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour accompagner les jeunes à Paris. Je m'étais proposé, puisque je trouvais moi intéressant que le maire accompagne les jeunes, et entre-temps, il m'a été dit que M. Fartois souhaitait aller visiter l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Madame, je n'avais pas pu aller au Sénat, je ne sais pas trop pourquoi. Si effectivement vous me permettez d'y aller, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas permettre, il faut. Madame Thiopé, c'est de droit, puisque effectivement, après, vous me dites. Moi, je suis d'accord. M. Fartois, disons qu'il fait partie du groupe de travail, déjà, du CMJ. Voilà. Donc, si Madame le maire juge, moi, je dois. Je ne suis pas jugée, il n'y avait pas de volontaire.
puisque les autres membres ne n'étaient pas à Paris, n'est-ce pas, Madame Ponce? Et donc, mon choix, c'est pas d'aller accompagner les jeunes, je l'ai déjà fait, en sachant que c'est quand même une très grande responsabilité. C'est pas rien, mais c'est très fatigant. Mais je vous en prie, mais je saurais prendre mes responsabilités Donc, vis-à-vis de l'accompagnement des enfants sans aucun problème. Vous pouvez nous faire confiance dans ce domaine-là. donc, Madame Turbe, si je ne pensais pas, je ne m'inquiéterais pas dans ce sens, Monsieur Fartois. Donc, Madame Merci. Turbe et Monsieur Fartois, si tout le monde en est d'accord, pour accompagner les jeunes au mois de mars. À l'unanimité? Je vous remercie. La deuxième délibération, Madame Turbe, la modification du règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires. Alors, les accueils périscolaires sont ouverts aux enfants des écoles maternelles et élémentaires avant et après la classe, ainsi que pendant la pause méridienne. Les accueils extrascolaires sont ouverts aux enfants les mercredis et les vacances scolaires. Le règlement intérieur d'un accueil de loisirs présente les modalités d'inscription, de fonctionnement et d'accueil des enfants, la participation des familles, les règles de sécurité et de bonne conduite, et le rôle de l'équipe d'animation et les dispositions particulières. Il est proposé d'apporter des modifications au règlement intérieur portant sur des précisions, des modifications sur les modalités d'inscription, de réservation, d'annulation et de facturation des services municipaux, des précisions sur les horaires d'accueil ou d'activité, la définition d'une pénalité financière pour les présences des enfants sans réservation et ou les absences des enfants non justifiées. Merci Madame Turbe. Vous noterez l'arrivée de Madame Fabienne. Merci. Elle est essoufflée, elle arrive en courant du travail. Bon. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Madame Chartier. Alors j'avais juste une observation, c'est qu'on a eu la chance d'avoir une commission et de pouvoir travailler en commission. Du coup, on va valider sans difficulté. Donc c'est délibération voix qui est pour. L'unanimité, je vous remercie. La délibération 3, Madame Ponce, la convention d'entente intercommunale pour le développement et la gestion du pathogène partagée entre plusieurs communes. Oui, bonsoir. Donc, nous avons également pu échanger en commission enfance-jeunesse sur la mise en place du dispositif de la carte jeune. Ce dispositif nous a été demandé à plusieurs reprises et est attendu par les jeunes de la commune. Pour rappel, nous sommes sur le périmètre de Bordeaux Métropole, de la métropole de Bordeaux plus exactement. Le dispositif a été lancé en 2013 et sous la gouvernance de la ville de Bordeaux. L'adhésion des communes de la métropole se fait dans le cadre d'une entente intercommunale. Nous avons un dispositif qui est sous une présidence annuelle tournante. Jusqu'à la fin de l'année, c'est Bordeaux qui en a la présidence. L'année prochaine, ce sera Bouliac et Bruges en 2026. Les 7 nouvelles et dernières communes de la métropole entrantes sur le dispositif au 1er janvier 2025 sont Bassins, Ézines, Floirac, Le Haillan, Lormont, Parampure et Saint-Vincent-de-Paul. La carte jeune, en quelques points clés, c'est la gratuité pour les jeunes de 0 à 25 ans révolus à la veille de leurs 26 ans. L'unicité qui offre les mêmes avantages à chaque jeune, donc le public donc 0-25 ans comme je l'ai dit, et pour les enfants, je précise quand même, qui vivent sur le territoire de la métropole. La communication a une identité propre pour cette carte jeune et des outils de communication dédiés. Et elle est tournée autour de partenariats culturels, sportifs et de loisirs. Les principes fondamentaux sont l'accessibilité, la démocratisation et l'équité pour tous, l'information qualitative de l'ensemble des bénéficiaires et la mobilité des publics qui peuvent tourner sur les offres des partenaires qui se sont proposés sur l'ensemble de la métropole. L'ouverture des inscriptions pour la commune, comme nous l'avons évoqué en commission, se fera à partir de mars 2025, puisque une fois votés en conseil aujourd'hui, les documents qui sont à votre disposition
La ville de Bordeaux doit encore prendre elle-même des dispositions et voter le budget de 2025, 26, 27. Sachant que la commune de Parempuire, comme toutes les communes d'ailleurs, paye une cotisation forfaitaire au prorata du nombre d'habitants. Et ensuite, eh bien, je reviens sur les dispositions des conditions du vote à définir. Soit approuver la participation de la ville au dispositif carte jeune, autoriser Madame le maire à signer la convention, autoriser Madame le maire à engager les dépenses nécessaires, désigner un représentant de la commune ainsi qu'un suppléant, autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Merci. Merci Madame Poste. Donc il faut désigner les représentants. Donc les représentants, donc un titulaire, on va vous proposer à Madame Ponce, et en suppléant, Monsieur Barlan. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui, Madame Chartier. Lors de la commission, on avait parlé aussi que les salariés de moins de 25 ans, enfin de moins de 26 ans en l'occurrence, en bénéficiaient. Est-ce que c'est confirmé? Parce que vous aviez la réunion le lendemain. C'est l'âge qui rentre en ligne de compte. Oui, mais pardon, excusez-moi, qui sont en dehors de la métropole. Si on a un salarié de moins de 25 ans qui habite à Ludon, est-ce qu'il peut en bénéficier? Donc, vous avez abordé la question en commission. Avec un micro. Annie pense. Oui, ça a été évoqué en commission. Par contre, ça n'a pas été confirmé ni dans le retour que j'ai de la métropole, de Bordeaux, pardon, c'est la métropole, ni dans les échanges que nous avons eus. D'ailleurs, je pourrais faire passer le diaporama qui a été passé lors de la visio à l'ensemble de la commission enfance jeunesse, si vous le souhaitez. Madame Chartier, du coup, vous allez avoir une réponse concernant cette demande que vous aviez eue? On y pense. Donc en fait, la question va être posée une fois qu'on aura tout. Enfin, si on a d'autres questions, on fait remonter toutes nos questions à la personne qui gère le dossier auprès de Bordeaux, la ville de Bordeaux. Alors, je vais me souffler dans l'oreillette. Le personnel communal, où qu'il habite, bénéficiera de cette carte. Et s'il a moins de 25 ans, bien sûr. Donc l'oreillette est impeccable. Merci. Je mets donc cette délibération, moi qui pour l'inviter, je vous remercie. Délibération 4, convention de mise à disposition précaire et revocable de la parcelle communale BD 297 au profit du département de la Gironde. Donc, je pense que vous vous rappelez que nous avons mis à disposition cette parcelle pour le collège provisoire le temps de la construction du collège qui est presque terminé. Je pense que vous avez vu que ça va être magnifique et que les travaux avancent bien. Ceci dit, une fois qu'ils ont déménagé, il a été trouvé plus intéressant et plus confortable pour le personnel du CT1, du centre technique, de s'installer là plutôt que dans des bungalows un petit peu avec une surface moindre, pardon. Donc l'intérêt, ça a été de demander au département de nous laisser une partie des bungalows pour installer provisoirement le conseil du personnel du CTM qui sont quand même plus à l'aise pour travailler en attendant la reconstruction. Il s'agit simplement de cette délibération-là. Et avec une participation financière à hauteur de 85 000 € pour la remise en état de la parcelle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien sûr. Je voudrais savoir, pardonnez-moi, Jean-François, je voudrais savoir si cette délibération, la 4, a un lien avec la 14 où on modifie la PCP du CTM. Oui. Voilà, bon, donc c'est à cheval sur les deux. Parce qu'en fait, mais les questions qu'on va vous poser, bien sûr, sur le principe, effectivement, on vous a suffisamment, me semble-t-il, bagarré pour l'état des sanitaires dans ce domaine public. Et bon, je pense qu'il est de bonne loi de faire ce que vous avez fait, mais
Je pense qu'il y a des contreparties, et là nous avons besoin de quelques explications. Donc on voudrait savoir si les modulaires qu'on a laissés à disposition de la commune, c'est en contrepartie de loyer, ou c'est à titre gratuit, ou c'est le conseil général qui en assure le financement. En fin d'utilisation des modulaires, le conseil général, le conseil départemental se chargera-t-il du démontage par l'intermédiaire de l'entreprise habilitée? Si oui, est-ce que le travail sera refacturé à la commune? Est-ce qu'on connaît le montant? On sait que le conseil départemental va participer à hauteur de 85 000, vous venez de le dire. Est-ce que c'est un coût réel ou est-ce que c'est un coût qu'effectivement on a évalué avec des risques de dérapage, puisque vous l'avez dit vous-même tout à l'heure qu'il y a des risques de dérapage. Est-ce qu'on a un risque là aussi? Celui-là, il est pour le conseil départemental. Est-ce que, quand ça sera réhabilité, qu'envisagez-vous de faire sur cette parcelle? Ça sera tout. Ça fait beaucoup de questions. Donc, effectivement, l'ADM il est associé. C'est un coût provisoire, effectivement, qui sera en partie remboursé par le département. Le démontage est à la charge de l'entreprise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ce que je compte faire de ça, pour l'instant, je ne sais pas, il faut y réfléchir. Pardon? Ah oui, Olivier, pardon, j'ai oublié cette question. Ils sont loués. C'est, je crois, 5 000 euros. Je ne sais plus, j'ai plus la somme en tête. C'est 5 000 euros par an, par semaine, par mois? Attendez, je vais essayer de... Comment? Si vous voulez, Jean-François, si je me permets d'insister là-dessus, c'est que compte tenu de la dérive quand même assez importante de la PCP, puisqu'elle prend 200 000 euros, et donc je me dis, mais est-ce que c'est l'allocation? Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de savoir si c'est ça, et après si c'est l'explication qui est valable, ben, elle est comme ça, voilà, vous le mettez sur la table, c'est tout ce que je demande. C'est 9 600 euros par mois. Par bungalow. Pour l'ensemble. Pour l'ensemble. C'est multiplié par Jean-François, ça sera multiplié par 18, puisque j'ai pu comprendre que les travaux étaient prévus au moins sur 18 mois. Bon, de toute façon, vous aurez les chiffres exacts là aussi. Je sais pas. Donc tout le monde est d'accord que c'est quand même mieux pour le CTM, le personnel. Donc je mets cette délibération, moi je la considère comme adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Benjamin Dervieux, la 5 s'il vous plaît, pour l'actualisation du règlement des formations. Un gros travail qui a été réalisé, et je remercie Monsieur le Directeur pour le travail réalisé. Juste pour information qui n'apparaît pas, c'est que ça a été adopté par le CST du 28 novembre à l'unanimité des deux collèges. L'objectif de ce règlement de formation, c'est de définir avec le plus de précision possible tous les éléments qui sont inclus, en reprenant la législation actuelle et en y incorporant certains éléments qui sont propres à la collectivité. Je pense notamment à la participation pour les formations, participation financière de la collectivité pour les formations. Voilà les quelques éléments. Vous avez de juin l'ensemble du règlement et je ne vais pas revenir dessus de façon particulière, sauf à répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr. Je vous en prie, M. Fartois. Il s'agit d'un projet. Donc, vous avez dit que vous avez réactualisé, mais compte tenu de la teneur et de l'étoffe de ce projet, on a plus l'impression que c'est un projet qui vient d'être réalisé que d'un projet qui vient d'être amélioré. Nous, ce que nous aimerions savoir, c'est qu'afin d'anticiper les dépenses et d'inscrire au budget, est-ce qu'on pourrait préciser le coût estimé de votre plan de formation? Et ensuite, en dernier, quelles sont les formations qui ont été prévues cette année pour le personnel et quels seront les coûts? Vous me voyez venir, je vais vous reparler du rapport social unique que vous nous devez. Et je vous ai déjà posé des questions là-dessus, il ne vient pas pour de multiples raisons. Et je pense quand même que c'est le moment, dans la mesure où j'espère que vous l'avez présenté au CST, vous
vous devez aussi le présenter en conseil municipal. Peut-être que ça éviterait un certain nombre de questions. Merci. Donc le travail, comme vous le voyez dans les délibérations, il a été déjà réalisé en 2014. C'est la délibération 2014 du 12 février de 004. Et c'est plus qu'un toilettage, effectivement, qui a été effectué, qui est réalisé là. Et donc, c'est un gros travail qui a été réalisé. C'est pour ça que je remercie Monsieur le Directeur pour le gros travail qui a été réalisé. Je ne vais pas pouvoir répondre aujourd'hui à toutes vos questions, mais je vais expliquer pourquoi je ne vais pas pouvoir y répondre. À la suite de ce règlement de formation, il y aura un plan de formation qui sera mis en place. Et le plan de formation, il va dépendre des entretiens d'évaluation annuels qui vont être réalisés, qui sont en cours d'être réalisés d'ailleurs pour certains. Et donc, à l'issue de tous ces entretiens, on aura une vision des formations demandées par les agents, des formations demandées par la collectivité. Et donc, c'est uniquement lorsque nous aurons le plan de formation en globalité que je pourrai avoir le coût des formations et financer le coût des formations. Il y a quand même quelques formations qui sont programmées notamment pour le début d'année 2025, puisque les places sont très limitées et on souhaite mettre en place les formations pour les agents de la collectivité et donc il faut s'inscrire très très vite. Donc il y a déjà des formations qui sont programmées dès janvier 2025. Mais la globalité, le plan de formation, sera proposé au sein du CST et ensuite au sein du conseil municipal. Et donc, c'est le premier élément de la navette de formation qui est présenté ici avec le règlement de formation. Donc, voilà pour l'explication. Pourquoi je ne peux pas vous donner le coût, puisque ce sera le plan de formation qui définira. Le RSU. J'ai reçu la première maquette cet après-midi. Donc, oui, il est en cours, il est bientôt prêt. Il sera présenté au prochain CST avant d'être présenté au conseil municipal. Je pense que le CST qui prendra en compte la présentation du RSU est programmé pour le début d'année 2025, février ou mars, selon les besoins que nous aurons. Mais donc oui, il est rédigé et il va falloir l'amender pour les éléments qui sont manquants. Donc oui, il est plus que prêt, tout chaud de cet après-midi. Je peux vous faire une remarque. Vous connaissez ma ténacité, j'ai appelé le centre de gestion et le centre de gestion m'a confirmé que vous aviez livré et qu'ils avaient validé le RSU de 2023. Et donc je suis très étonné de la réponse que vous me faites, où le centre de gestion, la personne qui m'a répondu, m'a pas dit la vérité, ou alors il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc il faudra certainement, ou alors on s'est trompé de commune. Non, c'est ce que je dis, j'ai le retour cet après-midi du RSU validé par le CDG. Je vais de cet après-midi. C'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas d'incohérence par rapport à ce que vous avez comme information. Merci, M. Dervieux. Pour compléter, vous avez une copie d'écran de ça, M. Fartois, me semble-t-il, pour le RSU. Donc, vous avez la preuve de ce que nous vous affirmons, une fois de plus. Je voudrais compléter aussi sur cette formation. La formation des agents, et vous l'avez dit aussi pour les élus, pour une commune ou pour une collectivité, quelle qu'elle soit, c'est un investissement. C'est un investissement intéressant, important. Il faut que les agents soient formés. Les règles évoluent tellement vite, les lois aussi, que c'est important pour eux d'abord, parce que c'est toujours bien de se former, et ensuite pour la collectivité. Il faut savoir aussi que nous cotisons au CNFPT et que dans ce cadre-là, ça permet d'avoir des formations adaptées à chacun en fonction de son rôle, de son poste dans la collectivité. Donc c'est une très bonne chose que le personnel se demande de se former et dire aussi que chaque fois que le personnel se forme, il peut passer des examens, il peut progresser. C'est la seule façon de progresser dans une collectivité territoriale, c'est de passer des concours. Et Parampure est une des rares communes à promouvoir chaque fois qu'un personnel a eu un concours et promouvoir très rapidement. Donc ça me paraît important aussi pour le bien-être du personnel d'avoir cette vue à plus long terme après une formation et après des examens.
Sur une dernière question, quel est le pourcentage de la masse salariale, en pourcentage de la formation qui est accordée à la commune? Je suis en train de le chercher, mais je n'ai pas le temps, donc vous devez avoir ça en tête, M. Dervieux. Il n'y a pas de piège, c'est juste pour se donner une idée de cette valeur. 0,9%. Merci, madame. Je vais passer délibération de voix qui est pour. Ah, Madame Chartier, attendez. Excusez-moi, j'étais là, starting block. J'avais deux questions. La première, il est précisé sur la page 11 du projet, il est important de distinguer acceptation du congé et financement du bilan de compétences. Après, j'ai pas trouvé de développement dans le projet, donc peut-être que ça peut être important pour les agents. Et j'avais un autre point, toujours sur les pages 11 et 12, par rapport au délai de prévenance vis-à-vis de l'administration, du souhait de faire une formation. Donc, il y a des délais aussi de réponse. Silence, gros rejet, c'est pas précisé à chaque fois, donc je voulais savoir si c'était volontaire. Et enfin, il y en a toujours sur les délais de prévenance concernant le CPF. L'agent doit demander 60 jours avant le début de la formation, du bilan, et la réponse de l'administration dans les 60 jours. Comment fait-il pour s'organiser ou juste réserver son CPF? Alors peut-être que c'est moi qui comprends mal, mais je me dis que peut-être que je ne serais pas la seule. Alors, j'ai pas tous les éléments, mais j'en ai quelques-uns. Pour la page 11, vous indiquez, il est indiqué dans le règlement, il est important de distinguer acceptation du congé et financement du bilan de compétences. Et pour la même chose, pour le congé de formation professionnelle, il est important de distinguer acceptation du congé et financement de la formation. C'est un rappel à destination des agents, c'est pas parce qu'on accepte le congé que la collectivité va le financer. Donc c'est en ce sens qu'il faut comprendre qu'il y a bien distinction entre acceptation du congé et le financement, que ce soit le bilan de compétences ou le financement de la formation. Si je prends l'exemple d'une formation personnelle, je veux apprendre à jouer du piano, sans aucune utilité de façon professionnelle, je vais demander à la collectivité un congé de formation qui peut être accepté, mais qui ne sera pas financé par la collectivité, puisque totalement étranger aux missions affectées à l'agent, à moins que ce soit en vue d'acquérir une nouvelle compétence. Voilà la précision pour la page 11. Ensuite, vous me reprenez les éléments, parce que je n'ai pas tout noté. Alors, je vais reprendre pareil, le même exemple que vous. En l'occurrence, je prends un CPF pour faire du piano, mais j'ai un délai de réponse de l'administration de 60 jours. Si je réserve ma formation, comment je fais? Parce que je dois demander, soit à première vue, c'est la page 12 sur le CPF, 60 jours avant le début du bilan, je dois faire ma demande, et réponse de l'administration sous 60 jours. C'est réglementaire, ça. Mais est-ce que c'est réglementaire ou est-ce que... Parce que réglementaire, mais comment on fait? de s'organiser. Ben oui, mais comment s'organise le salarié? À la limite, vous mettriez demande 90 jours avant et 60 jours pour la réponse de l'administration. Là, pour moi, c'est le salarié, il n'a pas de réponse. Le dernier jour, en fait, il peut pas programmer sa formation puisqu'il n'a pas de réponse. Enfin, après, c'est peut-être moi qui comprends mal, hein. Mais je me dis peut-être que... On peut réserver la réponse. L'objet de ce texte, c'est que la collectivité peut réserver sa réponse. Je ne peux pas dire non 60 jours avant, alors que pour les nécessités de service, 60 jours après, ça peut être oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est les délais qui sont prévus par la loi de 60 jours. J'entends que ça peut paraître incongru que l'agent doive demander 60 jours avant et que l'administration respecte ce délai de 60 jours pour donner sa réponse. Mais c'est aussi pour respecter les obligations et les nécessités du service. Donc oui, il peut y avoir quelques cas où la réponse pourrait avoir lieu très tardivement pour l'agent, mais ce n'est pas le but recherché. Par contre, les délais qui sont précisés ici, c'est ceux qui sont retenus par la loi. C'est pour cette raison. Donc oui, vous pouvez avoir des formations qui vont être mises en place avant, et puis au dernier moment, mais ça peut être dit que la collectivité, non, ce sera non, puisqu'il y a besoin de l'agent pour des cas exceptionnels. Mais ce n'est pas l'objectif recherché, on est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas l'objectif recherché. Le but, si les agents veulent acquérir de nouvelles compétences, c'est que la collectivité les accompagne et pas les en empêche.
Donc, Madame Chartier, donc tous les délais ont été, c'est la loi qui les détermine. C'est automatique. Parce que là, si vous prenez le congé de formation professionnelle, il est bien précisé 90 jours avant la date du démarrage de la formation, réponse de l'administration sous 30 jours. Donc, c'est vraiment par rapport au CPF, moi j'ai l'impression, alors si c'est la loi, c'est la loi, mais pour moi, un salarié, un agent ne peut pas utiliser son CPF parce qu'il prend le risque de valider une formation et pour des raisons de service, on lui annule, enfin, il ne peut pas la faire à la dernière minute. C'est juste par rapport à ça. C'est pas le but recherché, je répète, hein. C'est vraiment pas le but recherché. C'est par contre, c'est ce qu'on prévoit, et ça n'a pas fait l'objet en CST de remarques particulières par les représentants du personnel sur ce point-là, pas du tout. Je fais donc cette délibération voix qui est pour l'unanimité, je vous remercie. Délibération 6, M. Vervieux, la participation employeur à la protection sociale de petits. Depuis 2014, la collectivité participe aux actions de prévoyance pour les agents. Au choix pour les agents, soit une garantie de prévoyance, soit une garantie de santé. Pour dire clairement, soit une participation à la mutuelle des agents, soit une participation à leur garantie de prévoyance. La loi a changé et impose aux collectivités, à compter du 1er janvier 2025, une participation obligatoire pour le risque de prévoyance, et à compter du 1er janvier 2026, une participation obligatoire pour le risque santé, sans aucune compensation, si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est ressorti du CST, c'est de maintenir, alors jusqu'avant, la participation de la collectivité, c'était sur demande des agents, là, va devenir obligatoire. La contrepartie de cette obligation, c'est qu'on ne va plus pouvoir participer à des contrats individuels, on va passer par un contrat négocié avec le CDG. C'était l'objet d'une précédente délibération d'autoriser le conseil municipal d'autoriser à négocier avec le CDG. Donc on a eu le retour du CDG, et donc la proposition qui est faite maintenant, c'est une participation à la prévoyance obligatoire pour un montant de 7 € brut mensuel par agent. Et nous proposons en plus de maintenir la participation éventuelle à la risque santé, en plus pour les agents, pour l'année 2025, sachant qu'elle deviendra obligatoire pour tous les agents à compter du 1er janvier 2026. C'est l'objet de cette délibération qui est proposée. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Madame Chartier. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant, l'estimation pour l'année 2025 en l'occurrence? 7 € brut multiplié par, je vais dire, 180 agents, même si... 167. Oui, 167, mais on a des postes non pourvus, donc je vais dire... 167 chez nous, donc c'est 157. Oui. Alors, je vais dire 155, mais si je vous donne 12 fois 155 fois 7 € brut, à la fin de l'année 2025, si on a des embauches en plus, vous n'allez pas me reprocher qu'on en a en plus. Donc je vous dis 155 fois 12 fois 7, et comme je suis assez prudent, j'avais envisagé de vous dire 180 fois 12 fois 7, pour avoir une enveloppe budgétaire qui ne sera pas dépassée. Et donc compensé par l'État qui a mis cette mesure en place, ce qui a été dit tout à l'heure. Pour la participation, juste pour terminer, par contre pour la participation optionnelle, là je ne peux pas vous donner puisque ce sera au choix de chaque agent. Mais par contre, pour 2026, ça deviendra obligatoire. Jean-François, pardonnez-moi, c'est sans compensation, vous avez dit? C'est ça? J'ai pas bien compris, c'est ça? Par l'État qui demande cette mesure. Merci. Une fois de plus. Madame Chartier, donc effectivement, c'est quelque chose qui est dans le privé et est une obligation depuis un certain nombre d'années. Ça ne concerne que les agents, les personnes qui sont en CDD ne sont pas, ou les contractuels ne sont pas concernés. Okay. Je mets cette libération moi qui pour l'unanimité. Je vous remercie. La 7, M. Vervieux, toujours pour la modification. Oh, la modification du tableau des effectifs. Oui, mais on ne l'avait pas eu depuis longtemps. Et comme il y a eu un gros travail qui a été réalisé, voilà le résultat du gros travail. Avec une présentation totalement différente, vous l'aurez remarqué, qui va faciliter, j'espère, le suivi
et qui maintient quand même une certaine souplesse pour ne pas avoir à le représenter à chaque conseil municipal. Puisque vous le voyez dans le tableau, il y a 12 postes qui sont non pourvus, donc les postes sont ouverts mais non pourvus. L'objectif de ce tableau des effectifs, il est reparti de l'existant. Et donc il y a quelques modifications qui sont importantes en nombre, mais en fait sans aucune... c'est juste pour coller à la réalité des services actuels. Il y a quand même une modification essentielle qui apparaît, c'est pour les professeurs d'enseignement artistique. Nous n'étions pas sur la bonne catégorie d'emploi. Donc on a supprimé l'ancienne catégorie d'emploi qui était réservée pour les conservatoires. Et ce n'est pas le cas de l'école municipale d'art. Et donc nous avons réouvert les postes d'assistants territoriaux d'enseignement artistique. C'est voilà, grosse modification. Sinon, le reste des modifications qui apparaît, je ne vais pas revenir dessus, mais ça permet par contre la prise en compte notamment des temps partiels que nous n'avions pas sur le précédent tableau. Ça maintient les postes détenus par une personne titulaire et un poste pourvu par un contractuel, tenant compte de la résorption de la précarité d'emploi que nous avons mise en place et qui reste à définir sur le mois de janvier 2025, si ma mémoire est bonne. Donc voilà le tableau qui vous est proposé, avec un gros travail qui a été réalisé pour, je l'espère, ne pas avoir à vous le présenter à chaque conseil. Monsieur Bernard. Oui, au niveau de la police municipale, je vois que les 2 postes sont en catégorie C, alors que sur la note que vous avez fait 2024-79, il est marqué qu'un chef de police est en catégorie B. Alors, c'est pas tout à fait juste, c'est que l'emploi actuel du chef de la police municipale à Parent-Cuire est à catégorie C. C'est pour cette raison que ce qui apparaît dans d'autres tableaux des effectifs, c'est bien un emploi en catégorie C. De manière générale, qu'on verra dans la délibération 79 plus tard, c'est les emplois de chef de police municipale, de chef de service de police municipale sont des emplois de catégorie B, et pas sur la commune de Parent-Cuire. C'est un poste de catégorie C. Enfin, la personne qui remplit cette mission est de catégorie C. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. François. Alors effectivement, on ne peut que saluer le travail qui a été fait, parce que c'est au moins relativement précis, et plus c'est précis, plus effectivement ça ouvre des questions. C'est normal, et là vous serez là pour répondre. Moi j'ai une première question qui concerne un poste qui s'appelle grade DGS. Alors je me doute que c'est un poste avec un niveau de DGS, donc il est rémunéré en catégorie A, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Parce qu'il n'y a pas, je ne pense pas que dans la commune il y ait 2 DGS, il y en a un seul, je suppose, à moins qu'on nous ait caché quelque chose. Voilà, donc ça c'est une première question. La deuxième, ça concerne donc effectivement, tel que c'est présenté, c'est très précis, mais c'est à la fois très confus. C'est pour ça que je me suis permis de vous écrire, il y a déjà un peu plus d'1 mois, pour vous demander d'avoir un organigramme précis. Alors effectivement, un organigramme précis avec 155 personnes, ça fait un grand format A3, c'est un peu grand. Mais par contre, si, et ça doit exister, il existait par service, parce que souvent, on ne sait pas qui est le chef de qui, les attachés, etc. Donc on est un petit peu perdu dans cette organisation. Je parle nous, vous, j'espère que non. Donc ça, c'est un point, je vous l'ai écrit, je vous ai posé la question il y a 1 mois, j'attends la réponse de votre part. Ensuite, on a une autre question. Ça concerne, il y a 2 attachés principaux, vous créez 2 postes. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles seront leurs affectations? Monsieur Davieux. Alors, nous n'avons qu'un DGS, mais vous avez l'emploi fonctionnel et l'emploi attaché. Donc, nous n'avons bien qu'un seul DGS qui est en tant qu'emploi fonctionnel pour une catégorie de 10 000 à 20 000 habitants. Et vous avez ensuite son poste qui apparaît dans les attachés principaux. Et le deuxième attaché principal que nous avons, c'est notre directeur administratif et financier. Mais voilà les 2 postes qui sont pourvus. Jean-François, il est marqué le directeur financier? Directeur financier administratif?
Vous avez le grade DGS, c'est un poste ouvert, pardon, c'est un poste pourvu, et à côté, il y a un directeur financier, poste pourvu. Donc, je ne comprends pas. Prenez le tableau, il Le suffit que... directeur des services, c'est un emploi fonctionnel, il est détaché sur le poste d'attaché. C'est la même personne, hein. C'est la même Détaché sur personne. l'emploi fonctionnel, pardon, je dis détaché. deux fois son tableau là. Alors, il apparaît 2 fois sur le tableau, puisqu'il est dans les postes pourvus 2 fois. On est d'accord. Il est bien dans le poste de directeur général et dans le poste d'attaché. Donc, il y a 2 postes. C'est ça. Il est en tant que DGS de la commune et rattaché à l'emploi fonctionnel, détaché par l'emploi fonctionnel pour la Vous commune avez de dû voir ça Tuile-la-Marne. dans votre formation. D'accord. Mais à ce moment-là, il n'est Monsieur pas Fartois, pourvu. vous avez dû voir ça dans Non, votre mais il n'est pas pourvu. Mais si, il est pourvu. Mais alors, il y a bien 2 postes, c'est bien ça. Absolument pas. Mais si. Il est détaché sur les Mais parce que quand vous faites la mémoire somme, ça fait bien 155. Et vous l'avez, ça fait 80, pardon, ça fait 98. Mais c'est ça, il a 2 affectations. Vous avez dû voir ça dans votre formation l'autre jour. Voilà. Bien. Concernant l'organigramme. Attendez, oui, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre. Non, mais je vous laisse parler avec l'organigramme, c'est très important. L'organigramme, il a été présenté en CT, ou CST, je ne sais jamais. Et il sera publié, nous avons 6 mois pour le publier. Et c'est un organigramme qui est sans les noms, comme la loi l'exige. Vous aurez donc connaissance de l'organigramme rapidement. Quelles étaient les autres questions, M. Fartois? Création de 2 postes d'attachés principaux. Ils existent, hein. C'est ce que je vous dis, les 2 postes d'attachés principaux dans la filière administrative, je vous ai dit, c'est le DGS et le directeur administratif financier. Je vais donc la délibération au voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Non, madame, on s'abstient. Pardon? Nous nous abstenons. Ah, vous vous abstenez. Alors, qui s'abstient? Monsieur Bernard, vous faites quoi? Non, je ne m'abstiens pas. Alors, le groupe Parent-Plus-Avenir s'abstient. Monsieur Frédéric Bernard, vous votez pour. Et le groupe majoritaire vote pour. Je vous remercie. Alors, la délibération suivante, la clé. C'est l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Comme il est écrit dans la délibération, à chaque fois qu'il y a un nouveau transfert de compétences d'une commune vers la métropole, le montant des ACP, des attributions de compensation, peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'intégration d'Anvers, de Carbon-Blanc, de Martignac et de Saint-Vincent-de-Paul. C'est pour ça qu'il a fallu que la CLET se réunisse pour modifier les attributions de compensation. Au total, pour 2025, l'attribution de compensation prévisionnelle à recevoir par Bordeaux Métropole s'élèverait à 140 000. Donc, hein, je ne sais plus lire les chiffres. Hein. 140 000. Donc, 26 millions, oui, c'est ça. 26 400 282 en attribution de compensation en ACI, et puis le reste en attribution de compensation de fonctionnement en ACF. Voilà. Et l'attribution de compensation de fonctionnement à verser aux communes s'élèverait, vous avez le chiffre, à 14 857 882 euros. Pour la commune de Parent-Puire, les attributions de compensation en investissement en 2025 seront identiques à celles de 2024. Et celle à verser à la métropole par Parent-Puire sera aussi en 2025 de 43 178 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, je mets cette délibération au voix. Qui est pour l'unanimité, je vous remercie. La délibération 9 qui concerne le recours au service d'accompagnement de la gestion des archives et du centre de gestion de la Gironde. Comme vous le savez, la tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L 212.6 et suivants du Code du patrimoine. C'est vraiment une obligation pour les collectivités. Ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de temps.
Et le centre de gestion se propose d'accompagner la commune de Parampure dans cette tâche qui est le récollement, les éliminations du premier niveau et puis tout le traitement en matière d'archivage électronique. Donc vous avez les conditions qui vous sont annexées et si vous en êtes d'accord, on va recourir au service d'accompagnement des gestions des archives du centre de gestion de la Gironde pour cette tâche-là qui est ô combien importante. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Chartier. Oui. Est-ce que ça fait partie des services qui sont mutualisables avec la métropole? Ça faisait partie des services qui étaient mutualisables, mais que comme pour le reste, nous n'avons pas mutualisé, puisque la métropole estimait que pour la ville de Parampure, il fallait 5 ETP pour prendre en charge la mutualisation des archives. Et avant cela, il fallait d'abord mutualiser tous les services informatiques. Donc la solution du centre de gestion est beaucoup plus économique pour la ville de Parampure pour le même service. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, je vais laisser la délibération moi qui est pour. L'unanimité, je vous remercie. La délibération 10, M. Verdieu, avec l'adhésion à la centrale d'achat du numérique et des télécoms à Canute. Lors d'une commission d'appel d'offres, je ne vais pas. Monsieur Faton, vous devriez fermer votre micro. Comme vous voulez. Hein. Lors de la dernière commission d'appel d'offres, lorsque nous avons travaillé dessus, il est apparu intéressant de pouvoir avoir accès au marché de la Canute. La conséquence pour pouvoir y avoir accès, il faut d'abord adhérer. Et donc c'est ce qui est présenté ici, c'est d'adhérer à la centrale d'achat numérique et des télécoms. L'objectif recherché, c'est de nous permettre d'avoir des tarifs intéressants pour tout ce qui sera de communication téléphonique et Internet. C'est l'objet de cette délibération. Donc le principe qui est proposé, c'est d'abord d'adhérer et ensuite éventuellement bénéficier, si ça nous intéresse, et si on vous propose d'adhérer, c'est que ça tombe intéressant, à la centrale d'achat de la Canute. Y a-t-il des questions? Madame Chartier? Je vais vous reposer l'histoire de la mutualisation. Est-ce que ça fait partie des services qui peuvent être pris en compte par rapport à vous avez répondu précédemment, semble-t-il. C'est la même, c'est pas la même chose, là, c'est pas le même service. Mais je vous ai dit que pour mutualiser les archives, il fallait mutualiser d'abord tout ce qui était informatique. Donc, on n'a pas pour l'instant mutualisé tout ce qui était informatique. Merci. Pour les mêmes raisons. C'est ce qu'on vous explique depuis plusieurs conseils municipaux. Monsieur Derville, vous complétez ma réponse? Non. Je confirme ça, ça a été redit lors de la dernière collecte, puisque j'étais présent en tant que représentant de la commune. Et donc effectivement, pour pouvoir mutualiser, la première condition, c'est de mutualiser les services informatiques. Je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas mutualisé, c'était totalement inintéressant pour la collectivité de la commune de Parampure. Je rappelle juste avoir échangé à l'époque avec le président de la CUB, puisque c'était encore la CUB, Alain Juppé à l'époque, et avoir dit que le montant des charges transférées, qui étaient de 25% à l'époque, était complètement ahurissant pour une collectivité comme Parampure. Et son directeur de cabinet avait acquiescé, et après en aparté, on avait échangé avec lui, et il devait revoir les éléments de la mutualisation, ça n'a jamais été fait. Alors ça a été fait un petit peu pour les communes, ce qu'on appelle les petites communes, et pour les communes de moins de 5000 habitants, ce qui n'est pas la réalité, parce qu'il y a des communes de moins de 5000 habitants qui sont riches ou qui l'étaient, style Lorbès, et des communes de plus de 5000 habitants qui sont riches. Mais on ne s'interdit pas à l'heure actuelle, à la métropole, de revoir les conditions justement de mutualisation. Ça fait partie des sujets que nous allons peut-être avoir ensemble. Donc je laisse cette délibération au voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, la 11. Monsieur Verdier est absent, Monsieur Verdier? C'est M. Verdier qui est absent. Oui. Ce soir, j'ai dans des ordres. Il ne faut pas les jouer deux. Mais je vois qu'au moment, il y a toutes les sauces aujourd'hui. Afin de tenir compte de l'évolution des pratiques en matière funéraire, il est proposé de revoir les tarifs qui sont mis en place. Les tarifs qui sont proposés, ils correspondent à la réalité du marché actuel. Hein. L'objectif, c'est pas de gagner de l'argent dessus, c'est de facturer à ce que ça nous coûte,
avec un point sur lequel nous avons échangé sur les cavernes, avec la possibilité de mettre les cavernes de façon bien plus propre que ce que c'est actuellement, et donc le coût est un petit peu plus élevé, et donc ce qui est proposé, c'est de refacturer au prix pratiquement coûtant ce que vous est facturé, mais pour permettre d'avoir un cimetière encore plus propre. Des questions? Pas de questions. Je mets cette délibération au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, c'est la 12, restauration et la modalité d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure. Je rappelle à Madame Cathy Durand qu'elle déporte sur cette délibération. Tu peux rester. Monsieur Vins. Donc, les communes peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle d'imposition, instaurer sur leur territoire la TLPE, taxe locale sur la publicité extérieure. En s'appuyant sur une loi de 2008, la TLPE s'applique à tous les supports publicitaires fixes, exploités et visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, située sur l'ensemble du territoire communal. Ces dispositifs sont de 3 catégories: les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes. Certains supports publicitaires sont exonérés de taxes de plein droit. L'affichage de publicité à visionnement commercial, les enseignes exclusivement destinées à indiquer une direction, les enseignes ou préenseignes indiquant le lieu d'exercice d'une profession réglementée, des panneaux d'information sur les horaires et les tarifs, des supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire, notamment les croix de pharmacie, carreaux du bureau de tabac, les plaques de médecin ou de vétérinaire, l'affichage de publicité concernant des spectacles, les enseignes de moins de 7 mètres carrés en surface cumulée, des enseignes non scellées au sol à condition que leur surface ne dépasse pas 12 mètres carrés sur un même établissement, des préenseignes inférieures ou égales à 1 mètre et de 1 mètre carré et demi, les préenseignes supérieures à 1 mètre carré et demi, des dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, les dispositifs publicitaires apposés sur du mobilier urbain. Le montant de cette taxe dépend du nombre d'habitants de la commune ou de l'EPCI dans lequel elle est située. Il varie également en fonction de la superficie de la publicité et de la nature du support. Les tarifs maximums applicables à cette taxe sont définis annuellement par le Code des impositions des biens et des services, articles L454-60 et L454-62. Pour Parampure, les tarifs maximums autorisés pour 2025 sont les suivants. Communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants. Je vous laisse le soin de lire le tableau. Je ne vais pas. Il y a plusieurs lignes, donc je pense que chacun pourra le lire. Il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente selon les catégories de support, mais le coefficient multiplicateur, principe de calcul, n'est pas modulable. La superficie taxable correspond à la superficie du rectangle formé par les extrémités de l'inscription, de la forme ou de l'image. Les supports sont taxés par face. Par exemple, un panneau publicitaire recto verso ou une enseigne à double face sera taxé 2 fois. Si un dispositif non numérique permet l'affichage successif de plusieurs affiches, un affichage déroulant, les tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches. La taxe est payable sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle effectuée avant le 1er mars de l'année en cours ou dans les 2 mois suivant l'installation ou la suppression d'un dispositif. Ce recouvrement est assuré par le comptable public et il se fait à compter du 1er septembre de l'année d'imposition. Des procédures de rehaussement contradictoire des taxations d'office après mise en demeure sont prévues en cas de constatation d'insuffisance, d'inexactitude ou d'omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, les contrevenants s'exposant à une amende pouvant atteindre le quintuple de la somme due. Il est proposé d'instaurer la TLPE en fixant les tarifs maximums autorisés pour 2025 pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants. Donc le projet de délibération donc on vous rappelle les tarifs en
en fait retenues pour chaque enseigne et superficie. Dit que la recette correspondante sera inscrite au budget général de la ville. Et donc, on vous demande de bien vouloir. Je n'ai pas la fin. C'est pas grave, on va demander s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Fartois? Il y a une seule question qui va recouvrir les deux thèmes, puisqu'il y a deux délibérations qui se ressemblent par rapport à cette taxation. Moi, je voudrais savoir, c'est comment on contrôle ça. Parce que vous dites, c'est sur déclaration, mais vous savez très bien que le déclaratif, on voudrait savoir s'il y a des éléments de contrôle ou si on fait exclusivement confiance. Comment fonctionner? Merci. C'est très simple. Pour appliquer une enseigne, quelle qu'elle soit, il faut une autorisation d'urbanisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je vais laisser la délibération voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Alors, Madame Ponce, pour la délibération 13, s'il vous plaît, avec la redevance d'occupation du domaine public. Annie Ponce. Selon le principe fixé par le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du Code général des copropriétés et des personnes publiques, toute occupation ou utilisation privative du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 donne lieu au paiement d'une redevance. La redevance d'occupation du domaine public est également appelée droit de voirie. Elle est fixée par la commune et peut varier en fonction de la superficie de la terrasse ou de l'étalage. Toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, sauf dans certains cas spécifiques énoncés à l'article L. 2125-1 du CG3P, où l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est exonérée de redevance. Vous avez la liste sur la délibération. En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Ces redevances sont applicables à partir du moment où elles sont votées à compter du 1er janvier 2025. Et vous retrouverez dans la délibération les différents documents de type d'occupation concernés, le calcul de la redevance et le tarif pour 2025 par type d'occupation. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je dis c'est délibération. Je trouve que c'est une bonne chose quand même. À l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, M. Dervieux, la 14, pour la réhabilitation du CTL et du poste de police avec l'actualisation des ACP. Oui, nous avons profité donc de la fin du collège provisoire pour récupérer les bungalows, les containers qui étaient utilisés par le collège provisoire. Et donc la conséquence principale de cette location, c'est une modification de la PCP pour la rénovation des ateliers municipaux. Donc ce qui vous est proposé, c'est de rajouter une enveloppe de 204 000 € d'autorisation de programme pour 1 659 000 € au total. Les éléments que vous aviez déjà, c'est sur le CP 2023 qui est réalisé. Les crédits de paiement pour 2024, donc, qui seraient à hauteur de 502 000 € et le solde sur le crédit de paiement 2025 pour 1 150 807,91 € pour être le plus précis possible. Voilà, donc c'est l'autorisation de modification du programme APCP qui vous est demandé. Y a-t-il des questions? Monsieur Fartois? Oui, Monsieur Fartois, donc effectivement, les questions que je vais poser, est-ce que vous avez intégré les 18 000 € supplémentaires des amiantages, d'une part, et je confirme, la question posée, c'est 200 000. Y a-t-il l'explication? C'est exclusivement ce qu'on a dit tout à l'heure, les bungalows et la location. C'est bien ça? Principalement, c'est ça, c'est principalement ça. Donc c'est dommage parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé, c'est dommage parce que pour tout le monde, je pense que c'est quand même un coût supplémentaire qui n'est pas neutre et j'espère que ça n'impactera pas parce qu'on en a souvent parlé, M. Dervieux, que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, pas qu'à vous, et j'espère que ce projet-là, on pourra effectivement financer pour être sûr que dans les 18 mois, ce projet puisse être mené à bien. Voilà ce que je peux vous souhaiter.
Je vous confirme mon intérêt principal pour ce projet, puisque c'est le premier que nous avons lancé sur ce mandat. Dès 2020, nous l'avons lancé. Et je vois qu'on est à fin 2024 et que c'est pas fini. Et j'espère, mais il y a des raisons pour lesquelles ça a duré, et j'espère que ce sera effectivement fini et que le délai des 18 mois il sera respecté. Pour compléter, on ne peut pas forcément tout anticiper, surtout quand on a une opportunité telle que celle-là qui se présente. Ça permet d'avoir une opération à tiroir pour le service jeunesse notamment, et ça fait faire, à la fin, au final, ça va faire des économies, puisque de toute façon, il fallait reloger le personnel du CTA et de la police municipale pendant la durée du travaux. Donc au final, ça nous coûtera moins cher, et le personnel est bien plus à l'aise que si nous avions fait différemment. Je mets donc cette délibération en voix qui est pour. L'unanimité, je vous remercie. Nous nous abstenons. Ah, vous abstenez. Monsieur Bernard, vous faites quoi? Je n'ai pas entendu. Pour. Pour. Je vous remercie. Excusez-moi, je ne sais pas. Alors, la 15. Monsieur Dervieux, pour l'ouverture des crédits d'investissement nouveaux par anticipation du vote du budget primitif de 2025. Oui, c'est une délibération habituelle, même si on ne la présente pas habituellement au début décembre. Je vous la fais présenter plutôt fin janvier. Mais là, donc, on anticipe toujours. Et donc, il vous est proposé pour une enveloppe totale de 145 000 € de prévoir les autorisations de crédit d'investissement par anticipation, sachant que l'ensemble de ces opérations sera repris lors du vote du budget. Y a-t-il des questions? Madame Chartier? La question, c'est le nouveau pôle jeunesse, enfance jeunesse, qu'en est-il? On n'a pas, semble-t-il, eu d'informations par rapport à ça. Et notamment les sommes installation générale, agencement, travaux et installations divers, équipements sportifs. Est-ce que c'est le nouveau plateau sportif? Vous avez décidé de mettre les sanitaires notamment ou autre chose? Qu'en est-il? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Farton? Oui, moi je veux simplement compléter par rapport aux travaux et installations sportives. J'ai eu l'occasion d'aller voir un match de foot récemment avec les Girondins de Bordeaux contre Pau, et je pense que quand on fait venir, puisque vous en parlez souvent et vous vantez le fait de pouvoir prêter les terrains à des équipes qui sont d'un niveau supérieur, je trouve, il me semble anormal que la commune n'ait pas fait l'effort de financer un tableau qui fait qu'on puisse avoir l'affichage du score au moment où ça se fait. Je ne suis pas un footeux, néanmoins, je pense que ça mériterait que quand on arrive sur le terrain, on sache le score et éventuellement le temps qui reste. Merci. Là, je réponds de suite sur le tableau. Vous nous avez reproché pendant 2 ans que ça coûtait trop cher la rénovation des terrains synthétiques. Ce qui était, on est passé de 800 000 € à 1,3 million. Et maintenant, vous nous dites qu'on n'a pas assez dépensé, qu'il manque un tableau. Là, ça manque de cohérence, reconnaissez-le quand même. Reconnaissez que ça manque de cohérence. Alors, les explications pour lesquelles il faut un tableau, c'est parce qu'on accueille les Girondines et qu'il faudrait un tableau d'affichage. Ouais. Alors, ne nous demandez pas de ne pas dépenser, et puis voilà, de demander de dépenser. Donc, oui, le tableau, avec un financeur privé, par exemple, qui pourrait mettre une publicité, par exemple, mais il faut être cohérent quand même, il faut être cohérent. Alors, je vais répondre quand même, s'il vous plaît, madame la garrigue. Là, de fort, quand même. Cette réflexion est désagréable, en fait, je vais vous expliquer. Un tableau d'arbitrage, ça coûte 3 000 € maximum. Par contre, le dépassement budgétaire à terrain, monsieur, là, c'est pas pareil. De 800 000 à 1,5 million, c'est pas la même chose. Au million de... C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'autre part, si on avait un peu réfléchi, et s'il y avait eu une commission sport, on aurait peut-être pu faire des économies pour avoir le tableau. Parce que vous n'avez pas la compétence du sport. D'ailleurs, on ne l'a pas vu. Il n'y a eu aucune réunion, il n'y a rien eu. Vous avez fait des choix tout seul. Vous êtes incompétent dans le sport. Donc ne nous reprochez pas. Moi, si j'avais été à la commission, il y aurait eu le tableau. Avec le même prix. C'est la différence entre vous et moi. D'accord? C'est à moi de vous adresser là, monsieur Garrigue? Je rappelle juste que je n'ai pas la compétence. Vous êtes en train de nous mettre minables là-dessus, alors que vous n'avez pas la compétence. Justement, allez chercher les gens compétents. Il faut aller chercher les gens compétents. Voilà. Donc vous n'êtes pas compétent. Vous dépensez de l'argent sans compétence. C'est ce que je répète. Monsieur Lagarrigue, encore une fois, vous nous faites un procès en incompétence.
l'incompétence, je vous laisse juge et maître de vos propos qui sont toujours limites et très limites, ils sont irrespectueux complètement. Nous sommes entourés de gens compétents, d'AMO entre autres, et pour dire quand même que les terrains ne sont pas si mal que ça, puisque les Girondines sont très heureuses de jouer ici. Et j'étais aussi avec M. Fartois, enfin pas avec, mais en même temps que M. Fartois au dernier match, et elles disent on joue chez nous quand on joue à Parampure. Alors même s'il n'y a pas le tableau, vous voyez, elles sont très bien. Et je crois que là, une fois encore, vous mettez l'accent sur quelque chose qui n'est pas forcément très important. L'important, c'est d'avoir des beaux terrains pour nos équipes de Parampure d'abord, qui ont des bons résultats, qui sont en train de progresser. Les U17 normalement, notamment, je crois. Ils ont des matchs prochainement. Et voilà, c'est ça qui est important. C'est pas toujours critiquer tout, et y compris ce qui est bien. Et les procès en compétence, nous, ne vous en faites pas. Alors, s'il vous plaît, restez un peu correct et ne nous traitez pas d'incompétents, parce que les AMO, et il y a des personnes du conseil municipal et les services municipaux qui sont à minima aussi compétents que d'autres. Je peux rajouter quelque chose sur les terrains, puisqu'on en parle, ça c'est rapide. Vous êtes en train de poser les filets de protection. C'est pas moi qui les pose. Pardonnez-moi. Monsieur, Heureusement. je n'ai pas le droit, madame, je n'ai pas le droit de m'adresser au DGS, vous me l'avez déjà dit, donc je m'adresse à vous. C'est normal, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Sinon, je me serais permis d'adresser au DGS, mais je ne dois pas lui parler. Donc je m'adresse à vous, vous pouvez lui poser des questions ensuite. C'est en cours, je voudrais savoir si ça va être terminé avant la fin de l'année. J'ai vu qu'il y a un travail qui a été fait assez conséquent, et donc je pense que les riverains ne seront pas mécontents de savoir quand est-ce que ça sera terminé. Les riverains sont au courant puisque je les ai informés. Les poteaux ont été repeints et là il suffit de finir de poser les filets, ça me saurait tarder, je n'ai pas la date exacte, mais là dans les prochains jours je pense. Merci madame. Monsieur Dervieux. Et je vais profiter de la question sur le tableau pour revenir sur le congrès des maires. En 2023, j'ai vu de très très beaux tableaux d'affichage, pas que pour le foot, pour le hand aussi, pour le tennis de table, pour plein de choses. Mais on est loin, très très loin des 3 000 € que vous annoncez, M. Lagarrigue. Pour 3 000 €, c'est minable ce qu'il y a. Les montants qui étaient proposés, parce que, oui, je me suis renseigné, ça n'avait rien à voir, et c'était malheureusement pas dans nos finances, dans nos priorités non plus. Mais j'entends que pour vous, c'est une priorité. Mais je vous dis, on est très très loin à 3 000 €, c'était pas du tout ce que l'on pouvait espérer. J'avais posé pendant 30 ans un tableau d'arbitrage, donc je connais le prix d'un tableau d'arbitrage. Depuis 30 ans, ça a des prix un petit peu changé quand même. Mais je suis toujours d'actualité. Vous êtes toujours d'actualité? Oui, c'est quand vous voulez, je suis disponible. Oula, c'est ça, on ne se peut pas la tête comme ça, s'il vous plaît. Alors, je mets cette délibération au bois. Madame Chartier, vous n'avez pas répondu à ma question concernant le pôle enfance-jeunesse, parce qu'il y a 10 000 € aussi d'acquisition. Et où est ce pôle qui sort du chapeau? Parce qu'on est une commune riche. Alors, nous n'avons pas de chapeau. Voilà. Par contre, les services ont des besoins. Et nous essayons de faire au mieux pour répondre à ces besoins. La mairie, je pense que vous la connaissez peut-être pas, d'ailleurs vous n'avez jamais visité, elle est trop petite. Et le service enfance-jeunesse, qui est quand même le plus gros service de la ville, puisque nous avons un gros service d'accueil, d'ASH, de restauration scolaire, a besoin de locaux adaptés. Donc ces locaux, mais je sais qu'on en a déjà parlé au conseil municipal, ça serait l'ancienne maison qui est devant l'école Jean Jaurès, ça vous le savez, on vous l'a dit. Donc les études vont être lancées et en attendant, le pôle jeunesse est installé à côté du CTH, toujours là où il y avait le collège provisoire, et nous avons besoin d'un petit peu de mobilier. Et aussi cette délibération va permettre, en attendant le vote du budget qui est à mois d'avril, d'anticiper si nous avons un besoin autre pour le service jeunesse notamment. Jean Fartois, là vous venez de dire quelque chose quand même qui est assez blessant. Vous avez dit qu'on ne venait jamais à la mairie, je vous rappelle. Je n'ai pas dit ça. Si. Non. Moi je l'ai compris comme ça, peu importe. Je l'ai compris comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque moi je suis arrivé en 2020, effectivement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'avais besoin d'apprendre, et j'apprends toujours. Une des premières choses que j'ai faites, c'est vous demander de visiter la mairie. Nous étions effectivement en période de Covid, et donc j'ai compris et j'ai accepté le fait de ne pas le faire. Et j'ai compris. Par contre,
Vous n'avez jamais, jamais réouvert la porte. Heureusement que il y a dans les services, il y a des gens qui sont très corrects avec nous, qui venons chercher des renseignements, parce qu'effectivement, je ne sais pas où se trouvent les bureaux, je ne sais pas où sont les gens. Ça, c'est la première question, la première remarque. Et la deuxième que je tiens à vous faire, et j'en profite parce que vous avez ouvert la porte, vous nous avez interdit en 2022, lorsque nous voulions aller présenter les vœux au centre technique municipal, nous avons demandé l'autorisation à la secrétaire, parce que M. Pallas à ce moment-là n'était pas là, peut-être depuis 2023, excusez-moi sur la date, nous avons été interdits d'accès. Et donc, là, vous parlez de ça, c'est quand même pas normal qu'au bout de 4 ans, on n'ait pas eu le plaisir de faire le tour de la mairie, de faire le tour des services, parce qu'effectivement, quand on parle de moi aujourd'hui, j'entends, je suis l'emmerdeur, l'empêcheur de tourner en rond, alors qu'en fait, je ne fais que mon travail d'opposition, parce qu'effectivement, de temps en temps, il faut qu'il y ait une sorte de contre-pouvoir, même s'il est minime, et que vous entendre parler comme ça, excusez-moi madame, mais ça me fait un petit peu mal. Voilà. Écoutez, c'est dommage que vous ayez pris de travers mes propos. Je disais simplement à la partie que je ne connaissais pas les lieux, il n'y avait rien de blessant là-dedans. Concernant les vœux personnels, monsieur Fartois, c'est très facile d'offrir ses vœux personnels et c'est une bonne chose. Il y avait l'arbre de Noël le dimanche dernier, je ne vous ai pas vu, et il y aura les vœux personnels municipaux auxquels vous êtes conviés, tout simplement. Donc on ne vous refuse pas l'accès au personnel municipal. Venez et vous pourrez présenter vos vœux en même temps que le maire et que le reste des élus. Voilà, pas de souci de ce côté-là. Je vous remercie, c'est bien noté. Je mets donc cette délibération en voie, qui est pour. Alors, M. Bernard est pour, qui s'abstient. Je vous remercie. Cette délibération est donc adoptée. La délibération numéro 16, la modification de la durée des amortissements des immobilisations, M. Dervieux. Une délibération technique, mais rien de particulier. C'est juste que nous avons une subvention à la commune de Blanquefort pour la construction. Et cet amortissement, dans le cadre actuel, il serait limité à entre 2 et 5 ans, mais ce n'est pas le but. Donc ce qui est proposé, c'est une modification du tableau de durée des amortissements des immobilisations. Et la durée maximale possible, c'est 30 ans pour cette subvention. Donc c'est cette modification qui est demandée. J'aurais souhaité, avec le directeur des affaires financières, que ce soit à 40 ans, puisque c'est à peu près la durée d'existence d'un bâtiment. Et 40 ans, c'est pas possible. La durée maximale, c'est 30 ans, c'est ce qui vous est proposé. Je vous demanderai, moi, dans l'exposé des motifs, sur le 3e paragraphe, rajouter le mot équipement, le versement de la subvention d'équipement à la commune. Puisque c'est une subvention d'équipement qui est amortissable. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui, c'est oui, Madame Chartier. Vous avez parlé, il y a une annexe, soi-disant. Alors, effectivement, il y a un document annexe qui est la règle. Moi, je pensais qu'on s'attendait à avoir le tableau des amortissements en annexe. Vous l'avez, hein, c'est ce que vous avez dans la Mais c'est la règle. Moi, je l'ai. C'est ça. C'est la règle. Donc, on n'a pas le tableau d'amortissement de la commune. C'est la loi. Ça. On parle d'une règle d'amortissement là dans cette délibération. Oui. On va parler de tout ce qui est matériel, Oui, ça passe de 2 à 5. Mais on n'a pas les amortissements de la commune réelle. C'est pas le but, c'est la délibération. Très bien, merci. C'est la règle. Jean-Marc Fartois, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est le versement d'une subvention à la commune de Blanquefort? Je ne comprends pas. Subvention d'équipement, je vais Subvention, pardonnez-moi, subvention d'équipement. Ça correspond à quoi? Lorsque nous avons voté la participation de la commune à la construction de la piscine intercommunale, ça me permet de dire que ça n'a jamais été 1,4 million qui avait été programmé au départ, c'était 3,5 millions sur un budget total de 10 millions. Donc c'est bien 3,5 millions sur lesquels nous étions engagés pour participer à la construction de la piscine intercommunale sur un budget total de 10 millions. Et à l'arrivée, on va devoir payer à peu près 2,2 millions pour un coût total d'environ 13,5 millions. Et donc c'est pour participer, cette participation des 2,2 millions à la construction est amortissable. Donc c'est ces 2,2 millions qui seront amortis sur une durée de 30 ans. Donc on est bien d'accord, il s'agit bien des sommes que vous avez décidé d'étaler entre 2024, 2025, 2026.